Bienvenue sur Médian. Il y a plus de suicides en Afrique que dans le reste du monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Quelles en sont les raisons? Quels sont les signes de détresse? Et comment les prévenir? Ces cas de suicide de plus en plus récurrents. Nous en parlons dans ce numéro d'Hebdo Santé avec des spécialistes de la question. Monsieur Kwasi Emisati, bonjour. Bonjour, monsieur Eustache. Alors, vous êtes psychologue à She Voices et site auteur, spécialisé dans les questions du suicide. Vous êtes également formateur et secrétaire général adjoint du réseau des jeunes psychologues de Côte d'Ivoire. Effectivement. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Merci. Vous n'êtes pas seul, nous avons également monsieur Dimitri Hyacinthe Bakré, bonjour. Bonjour, monsieur Kwaku. Alors, vous êtes assistant social à la base, c'est bien cela. Titulaire d'une maîtrise de criminologie à l'UFR de criminologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, secrétaire général national du syndicat national des professionnels du médico-social fonctionnaire de Côte d'Ivoire, et enfin secrétaire général de l'ONG Langage du Cœur. Okay. En tout cas, bienvenue sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci encore à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler donc de ce sujet assez préoccupant dans notre société, de plus en plus de suicides qu'on observe. Alors, donc, tout de suite, je vous pose la question de savoir, messieurs, qu'est-ce que le suicide pour le citoyen lambda? Alors, quand on va parler de suicide pour n'importe qui, c'est une mort volontaire. La personne décide de se donner la mort. Elle n'est pas contrainte, elle n'est pas obligée. Elle a choisi de se donner la mort. Quand on parle de suicide, c'est l'idée du citoyen lambda. Tout à fait. Se donner la mort. Se donner la mort. Mais de notre point de vue en tant que psychologue, comme je dis, un suicide ne doit pas être contraint. Un suicide, c'est quelque chose qui vient au décours d'une souffrance. La personne souffre trop. Et vu qu'elle souffre extrêmement, elle ne sait pas comment abréger ses souffrances, elle pense à mourir. Le but du suicide, ce n'est pas la mort, mais c'est l'arrêt de la souffrance. La mort est une conséquence non imaginée par la personne qui passe à l'acte suicidaire. Ah d'accord, donc vous dites que tout suicide est consécutif à une souffrance. Justement. Ah bon? Oui, peu importe le type de souffrance. La souffrance peut être physique, elle peut être psychologique, elle peut être sociale à tous les niveaux et elle peut entraîner un suicide. Je vous prends dans le cas des difficultés biologiques. On a des personnes qui sont en stade terminal, on a des personnes qui sont en soins palliatifs et qui demandent la mort, qui veulent se suicider. On voit plusieurs évolutions dans le cadre, on parle de suicide assisté, de mort assistée même. Mais on a le fait que le suicide vient pour abréger une souffrance. Au niveau psychologique, on a la douleur morale, la personne qui a trop de problèmes, la personne qui n'arrive pas à s'en sortir dans la vie, peu importe le type de problème. Et au niveau social, ça peut être les désorganisations sociales. Par exemple, actuellement, nous sommes dans une société où c'est difficile de trouver qui on est. C'est difficile de prouver. Parfois, on a l'impression d'être trop, parfois on a l'impression de ne pas être assez. Et donc, par rapport à ça, il y a un enjeu qui se joue. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc, il y a le phénomène suicidaire là, lui, il vient après une crise. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît là, maintenant. Ça apparaît au bout de 4 à 6 semaines, même si une personne peut passer de la première à la dernière étape, ou bien même être à la première étape et passer à l'acte. On va voir un peu entre, comme on dit ça, la prise de décision et le moment où on passe à l'acte. Alors, monsieur Dimitri, vous êtes du médico-social. Alors, dites-nous, quelles peuvent être les raisons sociales dont a parlé à l'instant M. Kwasi? Au nombre des raisons sociales, il faut surtout noter la désintégration sociale, la stigmatisation, la pauvreté, effectivement, et notamment l'exclusion sociale, plus particulièrement. Donc, pour toutes ces questions-là, justement, l'individu, si l'individu, justement, n'est pas assisté, si l'individu n'a pas, justement, une écoute, justement, attentive de ses préoccupations, de ses souffrances, il va sans dire que l'individu, justement... Alors, mais quand vous dites que si la personne n'est pas assistée, si la personne n'est pas soutenue, alors comment savoir que cette personne a des difficultés? Bon, généralement, c'est pourquoi j'avais relevé tout à l'heure qu'il y avait à la fois l'aide et l'assistance. Dit que quand l'individu, justement, qui souffre a conscience de son mal, cet individu, justement, vient, n'est-ce pas, vers le professionnel.
n'est-ce pas, du service social. Il faut aussi arriver que l'individu avoir justement les problèmes, sinon son apparence, hein, son apparence, ne serait-ce que son apparence, parce que l'individu justement peut aussi sombrer dans l'alcool. Sachant bien entendu qu'il n'était pas, j'allais dire, comme ça. Donc, avoir cet individu-là changer, n'est-ce pas, de mode de vie, il est important d'assister cette personne-là. C'est-à-dire de chercher à l'entendre, de chercher à l'écouter, recueillir justement les difficultés justement qu'elle traverse, sinon qu'il traverse, et puis voilà. Est-ce que c'est toujours, M. Kwasi, que ces personnes qui ont des idées suicidaires se dévoilent, expliquent leurs intentions? Alors justement, c'est ça que sur ça que je voulais intervenir. Quand on va parler d'idées suicidaires, généralement les gens n'en parlent pas. Mais on a des statistiques qui nous disent que c'est 1% des personnes qui pensent à se suicider qui passent à l'acte réellement. Combien de pourcents? 1%. 1%. Mais ça, c'est quand c'est bien pris en compte. Parce qu'on a 45% des personnes qui passent à l'acte suicidaire qu'on vient aux professionnels de santé générale avant de passer à l'acte. D'accord. Donc vous voyez que c'est quand même assez. Du coup, ces personnes vont parler. Elles vont laisser des messages en direct. Elles vont laisser des changements. Mais est-ce qu'on est capable de recueillir la souffrance? Est-ce que je suis prêt à comprendre? Généralement, au niveau des familles, à la banalisation, les gens se disent « Oh, mais ça va passer, c'est pas un petit problème. » Ou bien « Bah, toi, tu peux t'en sortir. » Attention, il faut faire attention à la souffrance. Et il y a des signes avant-coureurs qui peuvent nous dire qu'une personne est en proie à des idées suicidaires. Parce qu'il y a deux types d'idées suicidaires. Il y a l'idée suicidaire où moi-même je recherche à la mort, j'y pense constamment. Et il y a l'idée suicidaire qui me vient en flash. Je suis assez que je pense « Ah, il ne faudrait pas que je meure parfois. Il ne faudrait pas. » Et donc voici quelques signes qui peuvent vous éclairer. La personne fait don de ses possessions. Elle va donner des choses qu'elle a. Pour un vieillard, il va écrire un testament. On a l'idée que le suicide est raisonné ici. Sauf que non. La personne est en train de souffrir extrêmement, ses mécanismes sont déréglés. Vous avez un intérêt prononcé pour le contenu morbide. La personne s'intéresse soudainement à la mort, à tout ce qui est gore, film d'horreur où on décapite les gens, instruments de torture. La personne recherche des moyens pour se suicider. Par exemple, ce qu'on appelle les capacités ou les compétences suicidaires. Personne ne se suicide pas qui veut, mais qui peut. Donc les personnes vont mettre en place un certain nombre d'essais, de tentatives. Vous allez voir. Le suicide est toujours marqué par un appel à l'aide, mais qui est très ambivalent. Chez nous, on appelle ça le refus actif d'aide et la demande passive. Un appel à l'aide qu'on ne perçoit toujours pas. Qu'on ne perçoit toujours pas. La personne nous demande de l'aide et puis elle refuse en même temps. Elle vous dit « Ah oui, ma vie est difficile, je pense que je risque de mourir. Qu'est-ce que je pourrais faire et tout. Ah, mais tu sais, non, t'inquiète, je peux gérer. » Une demande d'aide vient d'être faite. Et comme c'est choquant d'entendre que quelqu'un peut penser à mourir parce que l'esprit humain n'intègre pas la mort, on passe dessus carrément. La personne va vous faire « Ah tiens, ça ne va pas avec ma famille, j'ai des difficultés, je pense à me suicider et comment je vais faire pour pouvoir m'en sortir? Ah mais ça ne va pas avec ta famille, tu as des difficultés, comment on peut t'aider? Alors qu'au milieu il y a « Je vais me suicider ». Wow. On passe dessus carrément. Et il y a plein d'appels à l'aide qui sont faits comme ça, même sur les réseaux. Ou qu'est-ce que les gens font? Ah mais toi aussi, à cause de ça, à cause de ça. Et on essaie généralement d'agir quand la personne est en train de passer à l'acte. Quand la personne est en train de passer à l'acte, c'est chaud. Alors qu'on pouvait prendre les choses bien en avant, en amont. Mais on se dit quoi, mieux vaut agir quand c'est là. Alors que quand c'est là, c'est que c'est gâté. Comment on va faire pour réparer maintenant? Au moment même de se rendre compte, le pire, peut-être c'est déjà produit. Et un suicide sur deux est un accident. Un suicide sur deux est un accident. Les personnes ne comptaient pas mourir. Elles venaient abréger une douleur. Et la mort est survenue. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut qualifier tous ces signes dont vous avez parlé? Monsieur Bakri a parlé donc de quelqu'un qui change de mode de vie subitement, quelqu'un qui ne prenait pas de l'alcool et qui commence donc à en prendre en quantité. Comment on peut qualifier tout ça? Ce sont des signes de détresse? Justement, ce sont des signes de détresse, parce que dans la détresse, il y a le changement. Une détresse, il y a 3 éléments qui doivent vous inquiéter. La personne change de comportement, le comportement fait souffrir la personne ou son entourage, et il y a quelque chose qui arrête de fonctionner correctement dans sa vie. Ça peut être le travail, ça peut être les loisirs, mais faites attention, le sommeil, l'alimentation. Quelqu'un qui mangeait 5 fois par jour mange une seule fois par jour. Ouais. La personne nous dit la nourriture n'a plus de goût dans ma bouche. Ou bien je dors 12 heures, mais je n'ai pas l'impression d'être fatigué. C'est un signe de détresse. C'est des signes de détresse. Détresse à quoi? On ne sait pas, mais c'est des signes de détresse. Parce que comme je vous dis, le suicide en lui-même, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose, c'est une réaction à une souffrance extrême. Donc comment on endigue la souffrance à la base? C'est sur ça qu'on doit se concentrer. Le premier but, ce n'est pas d'abord d'endiguer le suicide, mais c'est d'endiguer la souffrance. Après, on va s'intéresser à la souffrance suicidaire, parce qu'on peut bien évidemment prévenir la souffrance
C'est comme pour les accidents de travail. On met des choses en place, mais il y a des accidents qui arrivent. Donc, comment on fait maintenant qu'on est dans la partie souffrance suicidaire? C'est une autre case à cocher. Et la souffrance suicidaire, quand elle se manifeste, c'est vraiment pas des activités qu'on va appeler des activités suicidaires. D'accord. La personne commence à s'entraîner et tout, elle prépare son passage à l'acte, elle parle de la mort, elle recherche la mort. Elle va faire des conduites, par exemple, on a un truc bordeaux d'enjaillement. Il y a des personnes dans bordeaux d'enjaillement qui cherchaient réellement la mort. C'est plus une conduite à risque, c'est une conduite suicidaire. Ou bien la traversée de la mort. À un moment, les jeunes traversaient la route au feu vert en fermant les yeux. Le boulevard, oui, le boulevard. Justement. D'accord. Il y a d'autres dedans qui veulent mourir réellement. Mais si tu dis là, ils vont te regarder bizarrement. Parce qu'il y aura l'exclusion, comme il a dit. Et il y a le fait qu'il y a la désintégration sociale. De toute façon, on ne fait pas attention à moi. Si je fais ça, on va me regarder. C'est mieux de se sentir dangereux que de se sentir faible. Et si je meurs en étant dangereux là, dans tous les cas, ils vont faire attention à moi. Pas tous les soucis qui sont des appels à l'attention, mais c'est une possibilité. D'accord. C'est très varié. Monsieur Poitré, oui, allez-y. Juste dire que pour nous qui sommes à la santé, dire que le suicide, justement, comme il a eu à le dire, c'est pas, disons, une maladie en tant que telle. Moi, je dirais non. Bien au contraire, c'est une maladie. Oui, c'est une maladie parce que l'OMS, justement, pose, disons, le diagnostic même de la santé. Pour dire que la santé, justement, c'est un état complet de bien-être qui est physique. Alors, dans le physique, justement, il y a le somatique, il y a le biologique, n'est-ce pas? Et dans cet aspect-là, il y a toujours des symptômes, n'est-ce pas, qui sont, j'allais dire, diagnostiqués. Voilà. Quand on va dans le mental, parlant justement de psychologie, il y a aussi des symptômes. Nous avons eu la chose là, la détresse et tous ces petits signes là, justement, sont constitutifs de symptômes, n'est-ce pas, qui méritent également un traitement. Nous sommes d'accord. Quand on va aussi dans le social, parce que tout ça aussi c'est la santé, il y a aussi des symptômes. Tout à l'heure j'ai eu à évoquer, sinon citer surtout la question justement de la désintégration sociale. Voilà, tous ces problèmes-là. Voilà, l'exclusion, un peu de tout, toutes ces choses-là. Donc, juste dire que quand je suis mal à l'aise quand il dit que ce n'est pas... Donc on peut agir. Oui, on peut agir, justement. Oui, on peut agir et traiter. Ça peut se traiter. Ah bon? Oui, ça peut se traiter. Juste une anecdote. À l'hôpital général de Koumassi, là où j'étais en fonction, en service, il y a le médecin chef du service d'ophtalmologie qui a suivi pendant, disons, sur une longue période, une dame malade, justement, qui présentait un glaucome. Au bout du compte, le médecin n'a pas manqué de lui dire que « Ah, madame, votre œil, là, on ne peut plus, disons, le récupérer. » Et la dame lui a dit ouvertement « Je vais me suicider. » Parce que ça a été un choc. Ça a été un choc. D'accord. Ah, oui. Alors, le médecin, sachant bien sûr qu'il y a un service social au sein de l'hôpital, justement, elle prend donc son téléphone. Ah, vous avez dit que la femme le lui a dit ouvertement? Oui, je vais me suicider. Ah. Et donc le médecin ne parvenait pas justement c'est-à-dire à l'emmener, à se ressaisir en quelque sorte. À revenir de meilleurs sentiments. À des raisons, ouais. Ok. Donc le médecin prend son téléphone, le médecin m'appelle, le médecin me dit « Ah tiens, j'ai une dame sous la main là, bon, elle souffre d'un glaucome, je le lui ai dit, elle m'a fait savoir que justement elle va se suicider. Moi je ne comprends pas quoi que j'ai dit, elle me dit qu'elle va se suicider, donc je te l'envoie. » C'est comme ça, elle dépêche un de ses agents là-bas, collaborateur, qui va conduire la dame à mon bureau. Je reçois la dame justement, je fais asseoir la dame. C'est ce que nous appelons surtout la mise en confiance. Je me présente, puisqu'il est important, n'est-ce pas? Les gens, au fait, le problème c'est aussi cela. Si elle savait qu'il existait un service social, n'est-ce pas, à même justement de l'écouter, de résoudre son problème, n'est-ce pas, à l'origine, ça l'aurait plutôt mis, j'allais dire, dans de meilleures conditions. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon nombre de personnes ignorent l'existence des services sociaux, même des centres sociaux et des services sociaux, justement, dans les hôpitaux, dans les établissements de santé publique. Et voilà que la dame, je la reçois, je mets la dame en confiance, et la dame, justement, satisfaite, parce que son problème, d'ailleurs, ce n'est pas, je l'ai dit apparemment, le glaucome, là. Il y a bien d'autres problèmes. C'était quel problème? Mais des problèmes sociaux. Vous qui l'avez écouté. Des problèmes sociaux, du genre, mon époux
se marier légalement, en service dans un hôpital dont je vais taire le nom, justement, ira à la retraite d'ici 1 à 2 ans. D'accord. Malheureusement, nous n'avons aucune case, c'est-à-dire propre à lui, à nous en quelque sorte, aucune maison. La maison que nous louons justement, bon, on la loue en fait, elle n'est pas de nous. Bon, imaginez qu'il parte à la retraite, qu'est-ce qu'on fait demain? Ça, c'est d'abord un premier fait. Deuxième fait, c'est qu'elle a 2 de ses enfants. Il y a un qui est effectivement, qui a été admis à son bac, mais qui malheureusement n'a pas été affecté. Donc j'ai envie de dire que le fait de perdre son œil était la goutte d'eau qui est voilà, venue, oui, voilà justement, voilà, faire déborder justement son sentiment de vase. Et puis elle a donc pris la décision. C'est comme justement, quand on parle de suicide, il y a ce qu'on appelle les facteurs précipitants. C'est-à-dire il y a des facteurs de risque qui vont mettre la personne au bord et il y a un facteur particulier là qui va déclencher la chose. L'action. Et quand on parle de suicide, comme il est revenu dessus en tant que maladie, effectivement, du point de vue de l'OMS, c'est une maladie. Du point de vue de la psychiatrie, mais attention, ce n'est pas le suicide qui est une maladie, c'est le comportement suicidaire. Justement, parce que le suicide est un acte. La personne meurt à la fin du suicide. Donc, en termes de santé mentale, on peut parler de comportement suicidaire. C'est le comportement-là qu'ils vont prendre en charge. Et de conduite suicidaire, justement. Donc, toutes les actions derrière. Et c'est ces actions-là qu'on va essayer de travailler. Et dans ces conduites-là, on a 2 éléments, enfin 3 même si on fait attention. 1, les facteurs de risque. Qu'est-ce qui met la personne en danger? Il y a les maladies physiques. Mais en plus des maladies physiques, il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs familiaux. Est-ce que il y a ce qu'on appelle le danger sur enfant par exemple? Est-ce que l'enfant est suffisamment aimé? Est-ce qu'il n'est pas battu? Est-ce qu'il a des ressources sociales, financières? Est-ce que l'enfant reçoit une éducation de qualité? Parce que oui, l'éducation, ça influence aussi les conduites suicidaires. Mais le problème, plus il y a de facteurs, plus c'est difficile à prédire. Donc on fait attention. Ensuite, il y a les facteurs de protection. Est-ce que la personne n'est pas isolée? Est-ce qu'elle peut parler à des gens? Est-ce qu'elle a des activités qu'elle fait? Et un dernier facteur de protection, est-ce que la personne a une prise en charge de sa difficulté? Quand on fait les trucs avec les personnes qui ont le cancer, par exemple, surtout le cancer du sein, vous allez vous rendre compte d'un élément. La personne, ce qui la gêne, la personne là, quand ils vont ils vont lui enlever le sein, elle s'intéresse à sa sexualité, fait quoi après avec? Et les gens vous disent mais c'est pas important. Sauf que la vie, c'est justement ces petits éléments non importants là. Elle fait quoi après? Ou bien les hommes qui ne vont pas consulter pour la prostate, justement parce que l'examen de la prostate, on doit insérer quelque chose dedans. Imaginez l'image de l'homme qui est carrément détruit comme ça. Ça peut être un facteur précipitant. Les facteurs précipitants, c'est tout ce qui va exagérer, va déclencher la chose. Et le facteur précipitant, c'est généralement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Regardez pour le suicide du monsieur qui a garé sa voiture, on dit c'est parce qu'il a rompu avec sa femme. Ou bien que sa femme le trompait. C'est la raison qui a été avancée? Ça, c'est la raison qui a été avancée. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle les autopsies psychologiques. On peut fouiller, on peut vérifier. Qu'est-ce que... Vous allez vous rendre compte qu'il y a un ensemble de décisions. Vous avez parlé d'autopsie psychologique, c'était après que la victime soit passer à l'acte. Comment on fait pour reconstituer? Le but, c'est de reconstituer pour mieux prévenir. Parce que tout le monde parle de prévention généralement, mais on ne pense pas à la post-prévention. On fait quoi après? La prévention, on fait quoi avant? La post-prévention, quand c'est fini, on fait quoi après? La personne s'est donnée la mort, elle est morte par suicide. Comment on prévient les gens autour? Comment on prévient l'entourage? Comment on prévient les gens qui vont assister? Comment on communique dessus? Il y a carrément tout un protocole. Quand il y avait la vague de suicide, les réseaux sociaux, on a eu plein d'éléments. Et j'ai vu beaucoup d'explications qui étaient intéressantes. Pas toutes vraies, mais c'était intéressant. Et il y a 2 éléments qu'on peut isoler. Alors donc je voudrais qu'on revienne un peu sur, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut agir, on peut intervenir. Alors, lorsque par exemple on a un proche qui a des idées suicidaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne? Alors la première chose à faire quand on a quelqu'un qui a des idées suicidaires, est-ce qu'on est déjà prêt à entendre ce que la personne va dire? Parce qu'il y a carrément des modules de formation dessus, sur comment on détecte la crise suicidaire et comment on oriente. La première chose à faire, c'est de demander à la personne de quoi elle souffre. La deuxième chose à faire, quand elle nous a dit de quoi elle souffre, c'est de pouvoir maintenant écouter sa demande. Parce que la personne peut être en train de souffrir, elle peut vous dire, je souffre, j'ai envie de me tuer, mais elle peut avoir faim. Donc pour l'aider, par exemple, vous devez lui donner à manger. Ou bien pour la laisser, vous devez lui montrer un endroit où elle peut aller manger. Mais quand la souffrance est d'origine mentale, elle est psychologique, regardez le niveau, orientez-la vers un professionnel de santé. Ça, c'est la première chose à faire. Du coup, vous voyez que les étapes sont simples. Qu'est-ce que la personne me dit? Quelle est sa réelle demande?
où est-ce que je peux l'orienter? Parce que la crise suicidaire, là, elle fait partie des 2 urgences en santé mentale. On a 2 urgences en santé mentale. Ça, là, si on te dit, tu n'as plus besoin de demander l'avis de la personne, tu peux carrément la garder. On a la décompensation maniaque. Les manies, c'est des personnes qui deviennent extrêmement joyeuses, au point de ne plus se contrôler. Je vous prends l'exemple d'une patiente, elle est montée dans un taxi, elle a fait le tour d'Abidjan en taxi, elle a partagé ses habits. Elle est rentrée à la maison, je ne sais plus, à 3 h du matin, elle a demandé le pot, elle a sonné. Le taximètre a dit 22 000, la fille est rentrée, que son papa va payer. Vous voyez un peu le niveau. C'est des personnes à qui on retire des accès. Et on a la crise suicidaire qui est la 2e urgence. Parce que les gens se posent la question, est-ce que le suicide c'est rationnel? Non, ça ne se fait pas rationnellement. C'est toujours un trop plein d'émotions, un trop plein de désespoir. La santé est touchée à tous les niveaux. C'est vrai que les niveaux les plus importants du suicide sont les niveaux psychologiques et sociologiques. Donc c'est ces 2 niveaux-là qui sont les plus importants. Mais quand on prend un peu l'exemple de cette jeune dame dont vous parlez, qui a fait le tour de la ville et qui a distribué ses habits, là, on sait qu'elle a des pensées, elle a des tendances suicidaires. Qu'est-ce qu'il faut faire là pour elle? Dans le cas de, oui. Dans le cas de cette dame spécifiquement, permettez-moi de revenir. Dans le cas de cette dame spécifiquement, elle a fait une crise maniaque. Mais dans les manies, il y a possibilité de suicide. Pourquoi? La personne est joyeuse. Mais dans sa tête, vous avez parlé de quoi? Crise maniaque? Oui. D'accord. Maintenant, dans la crise suicidaire, généralement, si c'est elle son cas, parce que dans la manie, la personne est beaucoup trop joyeuse, elle ne contrôle plus son corps. Donc, elle peut être là, elle est dans son état de joie. Ça peut l'amener à Ça peut l'amener, c'est un des cas même un des cas auxquels on doit prêter très attention. Parce qu'elle peut être là, vous dites que tout va bien, elle est joyeuse, elle est remise sur pied. Et justement, dans la manie, il y a une forte énergie comme ça. Donc, toutes les pensées suicidaires qu'elle n'a jamais réalisées, là, elle va réaliser. Monsieur Paclé. Oui. Alors, juste dire que en présence d'une personne justement qui présente, comment faut dire ça, qui a des pensées suicidaires, justement, il importe, il y a surtout 3 actions, 3 démarches. Nous, c'est ce que nous faisons dans le cadre justement de notre profession. Ok, je relève donc 3 démarches. C'est d'abord de l'écouter, et ensuite évaluer ses besoins, parce que c'est aussi cela, toute part justement, j'allais dire, d'un problème. Il faut pouvoir évaluer sinon des problèmes. Il faut pouvoir les évaluer et discuter avec cette personne-là justement des solutions adaptées. Parce que c'est avec elle. Ce n'est pas à nous justement de décider pour elle. C'est avec elle. Et c'est ce que nous faisons généralement. Donc voilà un peu comment résoudre. Est-ce que c'est toujours que ça marche? Oh oui, je pourrais dire que ça marche. Parce que certainement à la différence des psychologues et autres, tout ça, les assistants sociaux sont ces professionnels-là, justement, qui font du corps à corps, qui vont justement au cœur du problème. Voilà, au cœur du problème. Voilà. Donc, en allant au cœur du problème, ça met généralement en confiance la personne qui a cette pensée suicidaire-là. Et du coup, c'est-à-dire, il y a une familiarité qui se crée là. Elle se sent justement, c'est-à-dire, en confiance parce qu'il y a une personne là, justement, qui est à ses côtés. Parce que c'est aussi cela. L'isolement social, qui est aussi un des facteurs. Voilà. Tout cela est corrigé à l'instant. Voilà un peu. Il ne nous reste plus assez de temps, on va terminer par là. Est-ce que vous pouvez aisément dire, en 2 mots rapidement, messieurs, que c'est possible? Parce que là, je l'ai dit en introduction, l'Afrique, en Afrique on a plus donc de suicides. Ah oui. C'est le continent donc qui enregistre le plus de suicides dans le monde entier. Est-ce que vous pensez qu'on peut prévenir le suicide donc chez l'Africain? En 2 mots rapidement, s'il vous plaît, on n'a plus assez de temps. Ok, du coup, je précise ça rapidement. Effectivement, on peut prévenir. Pour revenir sur un truc du monsieur Pacré, il y a le psychologue va vraiment au cœur de la personne. C'est juste que nous, on ne met pas l'élément de familiarité pour que la personne puisse revivre sa vie comme elle était. Il y a un type de relation qu'elle doit faire attention. Et donc, pour prévenir le suicide, de ce que nous, on a pu trouver en tant que psychologue, c'est que c'est la manière de communiquer et la prévention de la souffrance. Vous ne pouvez pas communiquer un suicide en mettant les détails, en faisant un titre sensationnel, en répétant les éléments et puis sans indiquer. Mais moi, à la maison, lorsque je constate que là, à la maison, mon cousin, il est bizarre, qu'est-ce que je fais tout de suite? De façon très pratique. Les 3 étapes, on l'approche, on l'écoute. D'accord. On lui demande ses besoins réellement. Et quand on a les besoins qu'il a dit, on l'oriente vers là où on peut l'orienter. Parce qu'il peut solliciter un besoin qui n'est pas de votre domaine. Donc, je peux le conduire à l'hôpital. Vous pouvez le conduire à l'hôpital. Vous le conduire chez un assistant social ou chez un psychologue. Et maintenant, il y a le numéro vers le 143 aussi qui prend les urgences de santé mentale. D'accord. Et tous les centres de santé sont formés. Le 100
Le 143. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est un numéro vert. En Côte d'Ivoire. Du ministère de la Santé. Chaque pays a également certainement son numéro vert. Chaque pays a ses hotlines. Le numéro de recours en cas de danger, en cas de détresse. C'est le 143. En Côte d'Ivoire, c'est le 143. D'accord. On termine rapidement avec vous, M. Bouakré. Donc, c'est ce que j'ai dit de façon pratique. On peut prévenir le suicide. On peut prévenir, parce que dans la prévention, il faut voir l'information. Donc, il serait important de sensibiliser le grand public justement sur, n'est-ce pas, les souffrances, qu'elles soient mentales ou bien sociales, parce que c'est aussi cela, voilà, et demander à ce grand public-là d'orienter justement ces personnes qui traversent ces difficultés-là vers les structures justement à même de résoudre ces problèmes-là. Comme moi je dirais en griffe, c'est-à-dire les centres sociaux d'abord, les centres sociaux du secteur, n'est-ce pas? Et il y a aussi les centres, disons, les services sociaux à l'intérieur des établissements de santé publique. C'est bien compris. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Merci. Faites attention désormais à vos proches. Quand vous voyez quelqu'un qui change subitement donc, de comportement, qui est dans un isolement, ne dites pas que ça va passer, comme M. Kwasi l'a dit, laissez-le battoir, lève-toi mon chat. Il faut donc faire très attention, sinon vous aurez en face de vous un cas de suicide. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci on pense donc à avoir éveillé quand même l'attention des uns et des autres sur ce phénomène du suicide qui est à tout près, à côté de nous, qui est d'actualité d'ailleurs. Merci à vous. Monsieur Kwasi Emissati, je rappelle que vous êtes psychologue à She Voices et site auteur spécialisé dans la question du suicide, et vous êtes également formateur et secrétaire général adjoint du réseau des jeunes psychologues de Côte d'Ivoire. Et à vous, monsieur Dimitri Hyacinthe Bouakré, assistant social à la base, titulaire d'une maîtrise de criminologie que vous avez obtenue à l'UFR de criminologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci en tout cas d'avoir été là, et on sera vraiment très très heureux de vous recevoir ici encore sur le plateau d'Hebdo Santé pour d'autres sujets aussi pertinents. Allez, c'est donc la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à vous, messieurs, dames, de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médian TV, et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé. On se dit à la semaine prochaine.